L'e-sport, qu'est-ce que c'est? Pour les chercheurs Minoru Komatsu, Takashi Matsumoto et Christopher Prowant, c'est tout simplement le divertissement, la compétition et le sport en général qui utilisent des appareils électroniques. En intégrant donc officiellement l'e-sport dans le cercle sportif, une question essentielle se pose. Quelle place occupe le handicap dans cette discipline? En France, la loi du 11 février 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société qui est causée par une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions, que ce soit au niveau physique, mental, cognitif ou psychique. Pourtant, inclure tout le monde est un enjeu mondial. Dès 2012, l'OMS rappelait que la qualité de vie dépend de la perception qu'a un individu de sa situation, au regard de ses objectifs et de ses attentes. L'ONU en a fait d'ailleurs son 10e objectif de développement durable, réduire les inégalités. Alors comment le monde du jeu vidéo compétitif relève-t-il ce défi? Sur le terrain, des champions prouvent déjà que l'e-sport peut être ce vecteur d'inclusion. L'étude du professeur Mehmet Kartal de l'Adiyaman University met en avant le cas de l'athlète connu sous le pseudonyme de Rocky No Hands. Rendu tétraplégique à la suite d'un accident et incapable de bouger ses 4 membres, il utilise un quad stick, qui est un contrôleur spécialisé et actionné par la bouche pour jouer sur console et PC. Comme le soulignent les chercheurs Anderson et Johnson en 2022, cet athlète maintient une présence notable dans l'arène e-sport, signe des contrats de sponsoring et rivalise directement avec des joueurs valides au sein d'une organisation professionnelle. Au-delà du solo, les structures s'organisent. C'est notamment le cas de Rebird, lancé via sa campagne Ulule et reconnu comme la première équipe e-sport au monde exclusivement composée de joueurs en situation de handicap qui est alignée sur des circuits comme FIFA ou Hearthstone. Ces projets valident donc les conclusions de Kartal. L'e-sport offre une sorte de royaume digital qui s'affranchit des limites physiques. L'objectif, c'est de passer d'un statut de spectateur passif à une inclusion active, génératrice de liens sociaux, d'épanouissement psychologique et d'opportunités d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Tout ça c'est bien, mais ça reste une partie très médiatisée. Avant d'avancer plus loin sur le sujet de l'e-sport, il y a des obstacles rencontrés par les joueurs handicapés en général. D'après l'enquête Is Easier to Play Alone, a Survey Study of Gaming with Disability, il y a une assez large différence entre la régularité auquel ils jouent à des jeux solitaires qu'à des jeux multijoueurs. Dans cette même enquête, la question a été posée de pourquoi cette différence, et voici les grands points cités. Le multijoueur en lui-même, et le manque de confiance en leurs compétences, le manque de relaxation, le manque d'accessibilité au jeu, le manque d'intérêt. Autre problème, le matériel. Il existe, ok, mais ton quad stick c'est combien? 449$ la version originale, 100$ minimum pour un bras de montage. Juste pour jouer à des jeux vidéo, la barrière monétaire elle est un peu haute quand même. Maintenant, c'est bien qu'il existe du matériel adapté à des personnes handicapées. Seulement, pour accueillir ces compétitions, l'environnement physique doit suivre. Le ministère de la Justice rappelle quand même qu'un tournoi d'e-sport se déroule dans un établissement recevant du public, qu'on appelle aussi ERP. À ce titre, la loi impose une réglementation stricte pour l'accessibilité des lieux aux handicaps physiques, sensoriels et mentaux. 8 points précis sont obligatoires. Les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès aux bâtiments, les circulations intérieures, les sanitaires, les portes, les revêtements et les mobiliers. Ne pas respecter ces normes en vigueur expose l'organisateur à des sanctions pénales, une fermeture administrative, le remboursement des subventions publiques s'il y en a qui ont été accordées, et une amende pouvant atteindre 45 000 € pour une personne physique et 225 000 € pour une personne morale. De plus, la délégation ministérielle au handicap rappelle l'obligation pour ces établissements de mettre à disposition un registre public d'accessibilité. C'est un document obligatoire qui informe directement les joueurs et le public sur le degré d'accessibilité de l'événement et de ses prestations. Le secteur de l'e-sport intègre lui-même ces contraintes. Dans son guide de l'organisation à destination des organisateurs d'événements e-sport, l'association France e-sport encadre la logistique des tournois officiels. Elle y stipule clairement que le choix du lieu d'accueil doit impérativement valider ses critères d'accessibilité universelle et de conformité ERP afin de garantir la sécurité et l'accueil de tous les compétiteurs sans distinction d'aucune sorte. Au final, on se demande comment l'e-sport doit évoluer. Vers une forme comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, en créant une compétition exclusive aux personnes en situation de handicap, mais empêche de profiter des libertés du monde vidéoludique pour des affrontements équitables entre les handicapés et non-handicapés. Continuer vers la mixité dans les compétitions, mais risquer des soucis d'égalité qui peuvent déraper.
Et à ce sujet, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce qu'est la D-Roll, la page Wikipédia résume très bien ce que c'est et son lien avec l'e-sport, ou bien si une solution inclusive supprimant les inégalités et inéquités existera.